Dans cet épisode, vous allez découvrir comment faire un plan d'action qui tienne la route. Je m'appelle Julien et j'ai publié le bouquin 2 heures chrono pour mieux m'organiser. Sur mon site organisology.com, je vous aide à être plus productif et serein dans un environnement qui peut être parfois chaotique. Alors si vous êtes là, vous cherchez à faire un plan d'action et j'ai envie, pour commencer, de partager avec vous une citation qui m'a énormément intrigué, qui est la suivante. Les plans sont inutiles, mais planifier est essentiel. Et c'est une citation apocryphe. A priori, c'est le général Eisenhower qui l'a dit. Et vous connaissez peut-être le général Eisenhower ou plus particulièrement sa matrice d'Eisenhower qui vous permettra de mieux gérer vos priorités. Donc si le sujet de la matrice d'Eisenhower vous intéresse, sachez que j'ai fait une vidéo qui s'affiche maintenant à votre écran. Alors, revenons sur cette citation que je trouve vraiment intéressante et pertinente. Les plans sont inutiles, mais planifier est essentiel. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on fait un plan, ou en tout cas un plan a été fait dans le passé. Okay? Le plan a été fait à un moment donné dans un contexte, dans un monde qui n'existe plus. On s'est basé pour faire ce plan sur des informations qui étaient pertinentes à l'époque, mais qui ne le sont plus. Et c'est le problème des plans, c'est qu'ils nous donnent vraiment trop de confiance et finalement on oublie de continuellement écouter le feedback. C'est le problème avec les plans. Le plan a été fait dans un monde qui n'existe plus. Okay? Et c'est ce que j'ai vu chez beaucoup de personnes, c'est que ces personnes, plutôt que d'adapter leur plan, plutôt que de passer au plan B, plutôt que de prendre une autre variante, vont à tout prix chercher à coller au plan, suivre le plan. Okay? Et c'est pour ça que les plans sont inutiles, voire dangereux. Et les plans d'action sont évidemment concernés par cette merveilleuse citation. Et le deuxième point que je trouve très intéressant, c'est planifier est essentiel. Pourquoi? Parce que quand on planifie d'une manière intelligente, ce qui va se passer, c'est qu'on va définir des variantes, on va réfléchir à des plans B, on va réfléchir à des obstacles. On va se dire, ok, quelles sont les probabilités que ça arrive? Ok, si ça arrive, est-ce que je serai en chaos technique, quoi? Et donc, cette planification est intéressante parce que c'est ce qui va vous aider lorsque vous allez exécuter le plan. Parce que entre le moment où vous allez faire le plan et le moment où vous allez exécuter ce plan, parfois il y a des semaines, voire des mois qui s'écoulent. Okay? Donc, très important à garder en tête cette citation, les plans sont inutiles, mais planifier est essentiel. Maintenant, avant de partager avec vous les 10 étapes que je vous recommande de suivre pour justement planifier d'une manière intelligente, j'ai envie de vous parler de 2 éléments. Premièrement, la différence entre tester et planifier ou alors tester puis planifier. Pour avoir évolué dans un monde, dans des entreprises, les managers pensent qu'en planifiant, on va pouvoir prédire. Okay? Alors que c'est faux. Un plan ne va pas vous permettre, c'est pas parce que vous avez fait un plan que vous allez pouvoir prédire le futur. Et les entrepreneurs ont tendance à uniquement tester et pas assez planifier. Et moi, ce que je vous recommande de faire, c'est prendre la force des deux. Okay? Donc, c'est-à-dire commencer par tester si vous pouvez et ensuite planifier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certains projets, vous allez investir beaucoup de ressources dans ces projets. Ça peut être des ressources financières, ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, ça peut être de la réputation. Ça peut être de l'espace mental aussi, quelque chose qui est difficile à mesurer mais qu'on ressent. Et en fait, avant de vous lancer dans un projet corps et âme, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre la casquette de l'entrepreneur et de tester plusieurs approches jusqu'à trouver ce qui fonctionne. Et une fois que vous avez trouvé ce qui fonctionne, vous dire « Ok, maintenant je planifie ». Alors, je vous donne un exemple. Là, je suis en train de refaire des vidéos pour ma chaîne YouTube que j'avais mis de côté un moment pour me concentrer pleinement sur la création d'articles. Et je me suis dit, ok, j'aimerais bien un peu diversifier sans m'éparpiller, quelque chose qui est plutôt compliqué à faire. Je me suis dit, bon, j'ai envie de reprendre un peu les vidéos. Et donc, je vais partir sur 3 mois de vidéos. Et à la fin de ces 3 mois, je vais laisser tourner un petit peu YouTube. Je vais voir si les gens résonnent par rapport à ce que je fais. Et je vais peut-être tester quelque chose d'autre, puis encore quelque chose d'autre. Et à la fin de l'année, me dire, ok, bon, c'est YouTube que je vais choisir, ou c'est LinkedIn que je vais choisir, ou c'est Pinterest que je vais choisir, ou alors je vais revenir sur le SEO. Okay? Ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que premièrement, ça vous permet de savoir de manière beaucoup plus contextuelle ce qui vous plaît, donc ce qui vous parle, et puis aussi ce qui parle aux gens. Okay? Alors évidemment, ce n'est pas toujours possible de tester plusieurs options
avant de se lancer dans une option corps et âme. Par exemple, vous allez, là je pense au mariage, vous n'allez pas pouvoir tester plusieurs personnes, plusieurs conjoints. Enfin, si vous pouvez tester, mais la personne que vous appréciez, avec qui vous êtes maintenant, elle va probablement pas vous attendre. Bon, bref, là on est en train de partir vraiment très loin et on va revenir sur cette notion de tester puis planifier. Je vous recommande, si c'est possible, de le faire. C'est ce que font les parents intelligents pour aider leurs enfants ou leurs adolescents, leurs enfants adolescents lorsqu'ils doivent se décider pour une carrière. Okay? Par exemple, beaucoup vont s'inscrire en médecine sans avoir mis les pieds dans un bloc opératoire. Donc, ils vont investir énormément de temps, ils vont arriver dans un bloc opératoire, ils vont se dire « mais purée, c'est pas du tout ce que j'aime, moi je dégueule quand je vois du sang. » quoi. Donc, les parents intelligents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont placer leurs enfants dans des stages et ces stages vont vraiment aider les enfants à se dire « ah ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime. » Okay? Alors évidemment, ce n'est pas tout le temps possible, mais si vous pouvez, je vous recommande vraiment de le faire. Donc ça, c'est le premier point, tester versus planifier et tester puis planifier. Donc prenez la force des entrepreneurs et des managers, combinez-la ensemble et vous allez commencer par tester. Et une fois que vous trouvez quelque chose qui fonctionne, qui résonne, hop, qui apporte des résultats, hop, vous planifiez un plan d'action. Deuxième point que j'ai envie d'aborder avec vous, qui m'a été communiqué par mon Dieu, qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, qui disait il y a des projets asymétriques positifs et des projets asymétriques négatifs. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement où on ne contrôle pas notre environnement, on ne contrôle pas ce qui nous arrive. Okay? On peut avoir une influence, mais on ne contrôle fondamentalement pas le hasard. Okay? Si vous doutez de ça, il vous suffit d'aller la nuit dans un champ et de regarder le ciel étoilé pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas sur cette planète. Maintenant, ce que j'ai envie de dire avec ça, c'est que vu qu'on ne contrôle pas quand la chance ou quand le hasard va s'immiscer dans nos projets, on peut par contre contrôler les effets de cette chance, les effets de cette malchance. Alors, c'est ce que disait Nassim Nicolas Taleb, encore une fois, je ne sais plus si c'est dans Black Swan ou Antifragile, mais de toute façon, je vous recommande tous ces bouquins. Il disait en gros, il y a des projets asymétriques négatifs. Donc, c'est-à-dire, si vous avez de la malchance dans ce genre de projet, vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, voire des années de vie, voire la vie. Okay? Donc, un exemple qu'il donnait, et je le trouve très bien, c'est la roulette russe. La roulette russe, si tout se passe bien, votre situation reste identique à celle que vous avez avant de commencer à jouer à la roulette russe. Si tout se passe mal, donc si vous n'avez pas de chance, c'est fini pour vous. Et en fait, quand on commence à analyser les projets de cette manière, avec cette lecture, on se rend compte qu'il y a des projets qu'il faut absolument éviter et des projets qu'il faut absolument embrasser. Et c'est ce qu'on appelle les projets asymétriques positifs. Donc, c'est-à-dire, si vous avez de la chance, c'est génial. C'est un carton. Vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez peut-être poser votre démission, etc. C'est le cas par exemple de tout ce qui est création de contenu à mon avis. Créer un blog, créer une chaîne YouTube, créer quelque chose. En fait, dans tous les cas, vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant dans le sens où vous allez apprendre de nouvelles connaissances, développer votre réseau, développer votre clarté mentale ou votre manière d'aborder un contenu. Et puis si vous avez vraiment de la chance, il y a peut-être une maison d'édition qui va vous repérer, qui va dire écoute, est-ce que ça t'intéresse d'écrire un livre, okay? Donc ça, c'est vraiment cette notion projet asymétrique positif, projet asymétrique négatif. Si vous êtes toujours là, pensez à vous abonner à ma chaîne. Maintenant, on va voir les 10 étapes pour planifier de manière intelligente votre plan d'action. Alors, la première étape, c'est de vous demander ce que vous souhaitez atteindre avec votre plan d'action. Beaucoup trop de gens que j'ai pu aider sont trop concentrés, sont le nez dans le guidon et vont chercher à établir un plan d'action pour résoudre un problème local plutôt que de faire un pas en arrière et de se dire « Ok, qu'est-ce que je souhaite atteindre ?» Qu'est-ce que je souhaite atteindre? Alors, vous connaissez probablement le jeu des 5 pourquoi je veux faire ça, pourquoi je veux faire ça. L'idée, ce n'est pas de vous amener dans cette direction, mais simplement de vous dire « Ok, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre ?» Par exemple, si vous cherchez à faire un plan d'action, alors là, je vais vous donner des exemples qui touchent mon quotidien, mais vous êtes intelligent et vous savez très bien comment transférer mes principes à votre réalité, à votre contexte. Mais en gros, si je souhaite avoir plus de trafic, okay, je pourrais me dire, ok, qu'est-ce que je souhaite avoir en ayant plus de trafic? Je souhaite, je ne sais pas, peut-être augmenter mes ventes. Okay? Et donc, à partir du moment où on se dit, ok, mais augmenter mes ventes, ok, est-ce que je ne pourrais pas simplement mieux convertir le trafic qui vient déjà sur mon site, ok? Ça pourrait être un autre angle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a plus d'influence sur
les visiteurs qui viennent sur notre site, parce que via notre site, on peut changer le design, on peut changer l'offre, on peut changer le texte, on peut changer beaucoup de choses. On a beaucoup plus d'influence sur notre site que sur Google, par exemple. Toujours prendre un peu de la distance et vous réaliserez des fois en prenant de la distance, là, si je monte encore le niveau, ouais, pourquoi je veux faire plus de ventes? Ah ouais, pour pourquoi ne pas tendre vers un style de vie minimaliste ou pourquoi faire un blog pour gagner de l'argent? Est-ce que je pourrais pas faire quelque chose d'autre comme investir ou etc. Ok? Donc, très important, toujours prendre de la distance en se demandant qu'est-ce que je souhaite atteindre avec ce plan d'action et vous réaliserez des fois qu'il y a des manières plus faciles d'atteindre votre objectif ou alors d'autres manières auxquelles vous n'y avez pas pensé pour atteindre cet objectif. Ça, c'est le premier point. Et à ce stade, vous n'avez pas besoin d'être spécifique, simplement penser en termes abstraits, simplement penser en termes d'intention est suffisant. La définition de votre objectif vient plus tard. La deuxième étape, c'est de définir où est-ce que vous vous trouvez actuellement. Alors, si vous avez déjà été en forêt avec comme seul moyen pour vous diriger une carte et une boussole, vous réaliserez très rapidement que pour pouvoir vous rendre à un point B, vous devez déjà définir où vous vous trouvez actuellement. Alors, c'est quelque chose qui habituellement se fait via les smartphones. Ok? Via les smartphones, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Le GPS va automatiquement vous géolocaliser et ensuite vous dire ok, tu te trouves ici et pour te rendre à ce point B, tu peux avoir ce chemin, ce chemin, ce chemin. Mais on va garder cette analogie de la carte pour justement le plan d'action parce que souvent des gens sont trop optimistes, ça c'est une tendance humaine d'être beaucoup trop optimiste. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont oublier de faire juste un petit check sur leur situation actuelle. Ok, combien de temps j'ai pour ce projet? Et pas uniquement penser au temps, mais ouvrir son calendrier et se dire ok, où est-ce que je pourrais faire rentrer ce projet? Chaque fois qu'on dit oui à quelque chose, on dit non à quelque chose d'autre. Okay? Donc à partir du moment où vous allez vous dire ok, oui pour ce plan d'action et donc ce projet, vous allez dire non à quelque chose d'autre. Et je vous déconseille de dire non au sommeil entre nous. Okay? Donc en fait, il y a vraiment cet aspect, où est-ce que je me trouve maintenant? Quel temps j'ai à ma disposition? Est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que je suis au bord du rupteur? Est-ce que je suis déjà déprimé? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que c'est déjà le bordel dans ma vie? Et est-ce que je vais utiliser ce plan d'action pour échapper à quelque chose qui devrait être traité? Ok, juste faire un point de situation et des fois, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être juste pas le bon moment. Ok. Il y a peut-être d'autres priorités qui sont plus urgentes. C'est quelque chose qui arrive souvent chez les gens que j'aide. En one-one, ces personnes m'appellent et me disent « Ah, c'est le bordel dans ma vie, il faut absolument que j'aie de l'aide pour atteindre cet objectif. » Alors que ces personnes ont déjà de la peine à trouver du temps pour passer 1 heure au téléphone avec moi par semaine. Quoi. Vous voyez le topo. Donc, faire un point de la situation, c'est la deuxième étape. C'est contre-intuitif, on a envie de foncer dans le plan d'action, mais c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus réaliste dans la planification de votre plan. Troisième étape, on arrive maintenant sur la définition de votre objectif. C'est quelque chose auquel je crois toujours. Évidemment, ce n'est pas parce que vous allez définir un objectif que vous allez forcément atteindre votre objectif. Ça, c'est clair et net. Il y a James Clear dans son livre Atomic Habits qui disait « Les gagnants et les perdants ont les mêmes objectifs. » Donc, ce n'est pas forcément les objectifs qui font les gagnants et les perdants. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous recommande la lecture d'Atomic Habits qui est un bon bouquin. Donc, troisième étape, c'est de voir votre plan d'action en gamme et plus particulièrement le futur en gamme. Souvent, les gens qui vont se projeter dans le futur, et c'est humain encore une fois, vont viser un point fixe, vont se dire « Ok, je veux atteindre ce point fixe, ce point précis. » Okay? Alors évidemment, c'est bien et il faut le faire, mais avant de définir le point fixe, il faut d'abord se poser la question suivante. Si tout se passe mal, okay, qu'est-ce que je peux espérer atteindre comme objectif? Donc déjà là, si tout se passe mal, qu'est-ce que je peux espérer atteindre comme objectif? Ça nous permet de briser un petit peu ce biais de l'optimisme. Okay? Donc là, on est déjà beaucoup plus humble, beaucoup plus modeste et on se dit, ok, si tout se passe mal, combien de vidéos puis-je publier sur YouTube en 3 mois par exemple? Je vais me dire, ok, 1 par semaine, si tout se passe mal, ça doit le faire. Maintenant, si tout se passe bien, c'est la deuxième question, si tout se passe bien, combien de vidéos puis-je espérer publier sur YouTube? Et je vais me dire, ok, peut-être le double. Ok, donc pas 12, mais 24. Et ensuite, vous avez votre chiffre bas, donc si tout se passe mal, si tout se passe bien. Et ensuite, vous faites votre petit calcul et vous arrivez au milieu.
Et ça sera votre objectif. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'exercice, parce que ça ne sort pas de ma tête, je l'ai découvert dans le livre Decisive des frères Health. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà, Health, je crois. En gros, en faisant cet exercice, le chiffre du milieu est beaucoup plus modeste et les probabilités de l'atteindre sont plus grandes que si on n'avait pas fait cet exercice de commencer avec tout, si tout se passe mal et si tout se passe bien. Okay? Donc ça, c'est vraiment important et je le recommande toujours, c'est de réfléchir en gamme et pas de réfléchir en point fixe. Le futur est une gamme, ce n'est pas un point fixe et ça, c'est la troisième étape. Une fois que vous avez votre point fixe, donc c'est-à-dire qu'est-ce que vous souhaitez précisément atteindre, il va falloir définir votre objectif. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de bruit par rapport aux objectifs SMART. À mon avis, c'est valable, je pense que c'est utile, en tout cas au début, d'utiliser l'acronyme SMART, donc spécifique, mesurable, accessible, réaliste et temporellement défini. Si vous ne connaissez pas cet acronyme SMART, je pense que c'est un excellent début pour définir votre objectif. Et puis, à votre écran s'affiche une vidéo dans laquelle j'aborde un petit peu plus en détail ce concept d'objectif SMART. Donc, une fois que vous avez défini votre objectif SMART, c'était la troisième étape, on va passer maintenant à la quatrième étape qui est de définir les étapes pour atteindre votre objectif SMART. Alors, imaginez un peu la ville de Paris sans escalier, sans qu'il n'y ait d'escalier dans cette ville. Alors moi, j'ai pas vécu à Paris, mais je peux vous dire que beaucoup de gens seraient bien empruntés si les escaliers n'existaient pas. Okay? Et en fait, les escaliers, c'est quoi? C'est simplement des petites étapes pour atteindre une hauteur qu'on ne pourrait pas atteindre sans ces petites étapes. Et je pense que c'est très important de voir votre objectif de la manière suivante, c'est que beaucoup de gens vont définir vaguement un projet et puis ensuite ne vont pas forcément définir suffisamment de paliers. Maintenant, comment savoir si on est suffisamment précis dans la définition de ces étapes? Alors moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de définir vos étapes et ensuite pour chaque étape, de définir les tâches qui doivent être réalisées jusqu'à un point où vous savez exactement par où commencer l'étape en cours. Okay? Donc ça, c'est important et puis ça va vous permettre également, surtout si vos étapes sont régulières, assez rapidement, vous allez pouvoir vous dire « Ah, je ne fais pas assez » parce que à chaque étape, vous devez avoir le résultat spécifique que vous souhaitez atteindre et la date à laquelle vous souhaitez avoir atteint ce résultat spécifique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est admettons, je reprends mon cas et vous êtes intelligent encore une fois, vous savez l'adapter à votre contexte. Je prends une vidéo, une vidéo par semaine. Je vais assez rapidement réaliser après 2 ou 3 semaines si je suis dans le tir. Si j'ai fait 5 vidéos, tant mieux. Si j'en ai fait une, il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse différemment parce qu'autrement, je ne vais pas, comme par magie la dernière semaine, réussir à pondre 12 vidéos. Et donc ça, c'est la puissance finalement d'avoir des étapes intermédiaires avec une date. C'est qu'on peut rapidement réaliser qu'on est en retard ou on avance par rapport à notre objectif. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur plan d'action? Ils vont un petit peu ce que j'appelle jouer au bowling avec les yeux bandés, c'est qu'ils vont faire des choses sans forcément voir si ces choses, ces comportements, ces actions qu'ils prennent apportent les effets escomptés. Combien de temps est-ce que vous joueriez au bowling avec les yeux bandés? Moi, pas très longtemps. Et c'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent leur plan d'action. C'est pas suffisamment visible. C'est ça que je veux dire. C'est pas suffisamment visible. Il n'y a rien de plus motivant que de savoir où on en est. Savoir qu'on gagne, je continue comme ça. Et si tout d'un coup on se rend compte qu'on a un peu du retard, au moins on a cette information bien avant la deadline. Donc la 5e étape, c'est de se poser la question, quels sont les obstacles qui vont se dresser sur ma route? Et il y a un type super intelligent qui s'appelle Gary Klein qui a écrit un livre Source of Power qui parle de cet exercice qui s'intitule l'exercice pré-mortem. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, mon projet est un fiasco, dans 3 mois mon projet est un fiasco, dans 10 mois mon projet est un fiasco, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, vous listez tout ce qui peut se passer, tous les obstacles qui peuvent se produire et ensuite vous allez simplement dire, sur une échelle de 1 à 10, quelles sont les probabilités que ça arrive et sur une échelle de 1 à 10, quelles sont les conséquences si ça arrive. Ensuite, vous multipliez les deux chiffres puis ça vous donne une idée vague des choses auxquelles il faut faire attention. Ne vous prenez pas trop la tête avec ça, surtout si vous êtes dans un projet asymétrique positif. Mais si vous êtes dans un projet asymétrique négatif, prenez du temps par rapport à ça
Et puis quoi? Et puis surtout, cela ne vous protège pas de ce qu'on appelle les black swans, donc les événements imprévisibles. Et puis évidemment, ça ne vous protège pas de vos biais cognitifs. Donc quand vous faites cet exercice, encore une fois, si c'est vraiment un projet important et les enjeux sont grands, entourez-vous de certaines personnes qui vont pouvoir vous aider. Étape numéro 6, vous allez penser en variante. Donc en variante, c'est de vous dire, ok, si maintenant je reprends l'exemple cette fois du GPS, je me trouve à Neuchâtel, ma ville d'origine, et je vais aller à Genève, quelles sont mes variantes? Je peux aller à pied, pas en avion. Oui, je peux aller en avion, mais ça va être compliqué. Je peux aller à pied, je peux aller en train, je peux aller en voiture, je peux aller en trottinette, je peux aller en vélo, etc., etc. Donc ça, c'est les variantes pour arriver à votre destination. Okay? Mais vous pouvez aussi vous dire, si votre objectif est d'aller boire un café avec un ami, l'une de vos variantes, c'est de demander à l'ami de venir à Neuchâtel. Okay? Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, souvenez-vous, les plans sont inutiles, mais planifier est essentiel parce que les plans ont été faits dans le passé et il y a de fortes chances que la variante que vous avez choisie ne puisse pas être appliquée. Donc, si elle n'est pas applicable, vous allez devoir retomber entre guillemets sur vos pattes et vous allez y arriver plus facilement si vous avez plusieurs variantes. Okay? Ah, il y a cette variante, il y a cette variante, il y a cette variante. Okay? Donc, planifiez en variante, prenez un moment pour vraiment vous dire, ok, si cette variante n'est pas, si ces options-là ne sont pas sur la table, qu'est-ce que je fais? Question très intéressante. Si ça, ce n'est pas sur la table, qu'est-ce que je fais? Ensuite, étape numéro 7, qui va vous aider sur le chemin? Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Seul on va vite, ensemble on va loin ». Moi, typiquement, pour faire ces vidéos, je m'aide de quelqu'un qui m'aide à faire le montage, qui m'aide aussi à travailler sur mes checklists, sur comment faire pour que le processus et la communication soient clairs. Donc tout ça, c'est intéressant. Et donc, seul on va vite, ensemble on va loin, c'est un proverbe africain. L'idée, à ce stade, c'est de lister les personnes qui vont pouvoir vous aider. Et quand vous allez aller leur poser des questions, je vous recommande vraiment 2 choses. Premièrement, d'avoir fait votre plan d'action. Et puis ensuite leur poser des questions uniquement sur le passé. Okay? Ces personnes, ces experts ont du savoir, ont de l'expérience, mais ne sont pas des devins. Donc posez-leur des questions sur les personnes qui étaient dans votre situation, comment ça s'est déroulé. Okay? Et puis ensuite planifiez en fonction. Ne posez jamais des questions sur le futur parce que personne n'est devin. Et puis pourquoi avoir fait votre plan d'action avant d'aller voir les personnes? Alors, il n'a pas besoin d'être détaillé votre plan d'action. Encore une fois, moi je vous recommande d'avoir un plan d'action grossier, de surtout pas vous perdre dans les détails parce que sinon vous allez passer plus de temps à mettre à jour votre plan d'action que de réellement exécuter votre plan d'action. Mais pourquoi avoir fait votre plan d'action? Tout simplement ce qu'on appelle l'ancrage, qui est un phénomène qui nous touche tous. Mais en gros, notre esprit va accorder beaucoup d'importance à la première information d'un domaine que l'on ne connaît pas. Okay? Si je vous dis, à votre avis, est-ce qu'il y a eu plus de 10 millions de morts du Covid, par exemple? Vous allez dire oui, non. Et ensuite, je vous dis, à votre avis, combien y a-t-il eu de morts du Covid? Alors, le premier chiffre que je vous ai donné, les 10 millions, va influencer votre réponse. Et en fait, finalement, cette information que je vous donne en premier, à votre avis, est-ce qu'il y a eu plus ou moins de 10 millions va influencer la manière de percevoir la réalité. Et ensuite, vous allez uniquement aller chercher des informations où vous allez considérer toutes ces informations en lien avec cette première information. Donc ça, c'est l'ancrage. Donc en gros, pour vous protéger contre l'ancrage, faites d'abord votre plan d'action et ensuite allez chercher des conseils. L'étape numéro 8 maintenant est simplement de se dire de quoi vais-je avoir besoin? Un petit peu comme quand vous allez faire votre recette de cuisine, vous dites vous allez au supermarché, vous dites j'ai besoin d'oignons, j'ai besoin de brocolis, j'ai besoin de patates douces, etc. etc. C'est la même chose, c'est de dire de quoi vais-je avoir besoin? Vous allez peut-être avoir besoin de compétences particulières. Donc si vous ne les avez pas, soit vous les développez, soit vous payez quelqu'un pour vous aider. Vous allez peut-être avoir besoin de temps, donc vous allez devoir mettre sur pause certains projets, etc. etc. N'oubliez pas les projets également qui sont en cours. Parce que c'est souvent ça, on se lance dans un plan d'action, on se lance dans un projet, on se lance dans un objectif, puis qu'est-ce qui se passe? En général, c'est qu'on a un imprévu dans un autre domaine auquel on n'a pas pensé. On a un imprévu qui finalement va complètement nous forcer à mettre sur pause tous nos autres projets. Donc faites également attention à ça, toujours dans l'esprit d'être beaucoup plus réaliste dans votre planification. Point numéro 9, un point très important qui est sous-évalué par la plupart des personnes, c'est qu'est-ce qui va me faire revoir mon plan d'action? Quels sont les éléments qui vont me faire revoir mon plan d'action? Il y a un concept qui s'appelle la théorie de l'engagement qui fait que plus on investit des ressources dans un plan,
Plus on investit des ressources dans un domaine ou dans une activité ou dans une idée, plus il va être difficile de changer de trajectoire. Okay? Et donc, quand vous allez faire votre plan d'action, vous aurez encore à ce stade la possibilité de lister les éléments qui devraient faire office de cran de sécurité. Donc ça, c'est important. Et un exemple, c'est simplement vous dire, bon, si j'ai publié 100 vidéos et que je n'ai pas atteint plus de temps de visiteurs, alors il faut que je change soit de stratégie complète, soit de format, etc. etc. Donc ça, c'est très important de comprendre parce qu'autrement, vous allez vous dire, ok, je vais encore faire 2-3 vidéos de plus, ou encore aller un petit peu plus, il ne faut jamais abandonner. Je pense que des fois, la meilleure chose à faire est d'abandonner. Mais il ne faut pas y aller sur un coup de tête, il faut simplement réfléchir et essayer de prendre une décision qui soit la plus rationnelle possible. Okay? On ne peut jamais prendre une décision à 100% rationnelle, c'est la beauté de l'être humain, hein. On est émotionnel, mais l'idée c'est de prendre des décisions qui soient le plus rationnelles possible. Parce que finalement, il n'y a rien de pire qu'un projet mort-vivant, donc un projet qui coûte, un projet qui n'apporte pas beaucoup, un projet qui nous tue finalement petit à petit. Et puis je pense qu'il est bien, ces projets mort-vivants, on a meilleur temps de dire, ok, bon, ça c'est un projet mort-vivant, je me donne encore un mois si j'ai pas fait tant d'argent, ou si j'ai pas atteint ou si j'ai pas perdu tant de poids, ou si blablabla, peu importe, ça c'est à vous de réfléchir quel est le déclencheur. Je le tue, hop, et je passe à autre chose. Et ça, vous pouvez faire l'analogie avec les relations. Hein. Beaucoup de gens sont dans des relations qui ne sont plus satisfaisantes et vont se dire « Ah, mais parce que j'ai investi 3, 4, 5 ans dans cette relation, je ne me vois pas abandonner. J'aurais fait tout ça pour rien. » Non, on se développe dans une relation et puis on peut aussi apprendre à savoir ce que l'on ne veut pas d'une relation. Et tout ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur à partir du moment où on peut se dire « Ok, j'ai fait le deuil, je passe à autre chose. » On peut voir la même chose, la même analogie avec les plans d'action et puis les objectifs et les projets. Et le dernier point, c'est la mise en forme. Alors la mise en forme, dans la description de cet épisode, il y a un lien qui va vous permettre de télécharger un modèle de plan d'action que vous pouvez remplir qui se trouve sur Google Sheet, qui est l'équivalent d'Excel. Ça, c'est une manière de faire. Moi, personnellement, j'utilise pour les projets, pour les plans d'action collaboratifs comme le fait de relancer ma chaîne YouTube. Là, je travaille avec une personne, avec Clément. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de travailler sur MeisterTask, qui est un concurrent de Trello ou encore d'Asana. Moi, je le trouve très bien parce qu'il est facile à prendre en main et on peut quand même aller dans les détails. Il y a pas mal d'automatisation, donc je trouve bien. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur MeisterTask qui vous explique, c'est un tuto, donc comment le prendre en main, comment le configurer. Donc si ça vous intéresse, allez-y les yeux fermés. Je connais l'équipe, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment, ça fait son job. Et puis pour les petits projets collaboratifs, c'est le top. Sinon pour les projets personnel, donc les plans d'action personnels, j'utilise Workflowy. Donc Workflowy, ça m'aide à centraliser toute mon information, donc que ce soit la prise de notes, que ce soit mes checklists, que ce soit mon agenda, que ce soit mes modèles, que ce soit l'endroit où j'écris mes articles, où je réalise le script de ces vidéos, tout se fait dans Workflowy. Et si ça vous intéresse, j'ai créé un programme complet sur le sujet qui se trouve dans la description de cette vidéo. Oui, ça fait beaucoup de liens à regarder, mais je vous garantis, ça en vaut la peine. En gros, il y a Google Sheet / Excel, mais Excel, bon, moi, ça me donne des boutons rien que d'y penser. Ensuite, il y a quoi? Workflowy et MeisterTask. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, je vous remercie. Vous pouvez m'aider à gagner en visibilité simplement en me mettant un like. Peut-être que d'autres personnes vont trouver cette vidéo également intéressante. Et puis pensez à vous abonner pour ne pas oublier ou pour ne pas manquer les prochaines vidéos.